Donc, je passe la parole à Christelle Laverty. Merci Cédric. Donc on va accueillir maintenant Anne Dolbeck, qui est directrice de recherche à Versailles. Et on va continuer donc sur le thème des polyoxométallates. Donc Anne s'intéresse à ces composés, donc sous la forme de nanoparticules, mais aussi de composites associés avec des MOF. Et elle regarde les propriétés optiques et la photocatalyse. Merci pour l'introduction. Et puis je tiens aussi à remercier Clément de m'avoir invité à participer à ce colloque. Donc je vais effectivement vous parler de matériaux à base de polyoxométallates. Stéphane en a un tout petit peu parlé tout à l'heure, mais je vais faire quand même une introduction sur les polyoxométallates, essayer de vous rappeler un petit peu leurs propriétés, leur structure. Et ensuite, donc, je parlerai de deux familles, les nanoparticulates POM et les POM-ATMOF, en donnant trois exemples de composés de ces deux familles. Donc ces travaux ont été effectués dans le groupe MIM à l'Institut Lavoisier de Versailles. Donc, les polyoxométallates sont définis comme des oxydes moléculaires à base de métaux de transition du bloc D à haut degré d'oxydation. Donc, ces métaux, c'est le vanadium, le tungstène, le molybdène. Donc, ce matin, on a par exemple évoqué les vanadates. Donc, quand ils sont moléculaires, les vanadates, donc, ce sont des polyoxométallates. Leur domaine de stabilité se situe entre la solution, avec l'ion métallate en solution, et l'oxyde infini. Et donc la structure la plus connue, c'est la structure de Keggin. Stéphane l'a montré tout à l'heure. Alors c'était AL13, donc ce n'était pas le même isomère, c'était un isomère epsilon. Ici, celle que j'ai représentée, c'est la structure de Keggin alpha. Elle est constituée donc de l'assemblage de 12 octaèdres métalliques autour d'un tétraèdre central qui peut être un tétraèdre de silicium ou de phosphore, par exemple. Donc ces espèces sont obtenues par des réactions de condensation acido-basique et suivant les conditions de synthèse, on peut avoir une large diversité de structures dont plusieurs structures sont représentées ici. Donc on reconnaît la structure de Keggin que j'ai mentionnée tout à l'heure à 12, qui contient 12 centres métalliques, mais on peut avoir des structures qui vont jusqu'à 368 atomes métalliques et dans ce cas-là, ce sont les structures qu'on appelle des structures de Keplerate. Alors, à ces structures sont associées aussi des propriétés, donc en particulier des propriétés redox et acido-basiques. Les espèces que j'ai montrées là tout à l'heure sont des espèces complètement inorganiques, mais il est possible de les fonctionnaliser en introduisant des ligands organiques. Et dans ce cas-là, on obtient des pommes hybrides organiques et inorganiques. La fonctionnalisation permet d'apporter des nouvelles propriétés. Et je voudrais juste ici décrire un exemple de pomme hybride qui a été synthétisé dans le groupe. C'est un pomme qui est obtenu par réaction de cette molécule organique qui est un bisphosphonate. Donc elle a des propriétés anticancéreuses. Elle est aussi connue comme dans le traitement contre l'ostéoporose. Et quand on la fait réagir avec du molybdène 6 et du manganèse 3, on obtient donc ce composé, c'est un petit polyoxométallate, constitué de l'assemblage d'un octaèdre de manganèse 3 et de 4 octaèdres de molybdène 6. Et donc, à cette structure, donc aussi, dans cette structure, on a aussi 2 ligands bisphosphonates qui viennent complexer les métaux. On a montré donc que cette molécule possédait une activité anticancéreuse à la fois in vitro et in vivo. Donc, ces espèces, ces pommes, ce sont des espèces moléculaires et en général solubles. Et donc, je vais vous montrer comment on peut obtenir des matériaux moléculaires en utilisant les pommes comme précurseurs. Alors, la première famille, c'est la famille des nanoparticulates POM. Donc, il est connu depuis plusieurs années que les nanoparticules métalliques peuvent être stabilisées et fonctionnalisées par des POM. Il existe plusieurs méthodes de synthèse des nanoparticules métalliques. Dans notre cas, nous nous sommes intéressés à 2 méthodes de synthèse. Donc, par exemple, en ce qui concerne la synthèse de nanoparticules d'or, nous avons utilisé des POM réduits, c'est-à-dire contenant des ions vanadium 4 ou molybdène 5, comme réducteur pour synthétiser en une étape, dans des conditions douces, des nanoparticules métalliques. Donc dans ce cas-là, le POM est à la fois le réducteur et l'agent stabilisant. Et par contre, lorsque le POM est sous sa forme totalement oxydée, nous avons utilisé la synthèse en 2 étapes, qui consistent, dans une première étape, à réduire de façon classique les ions or 3 par des ions citrates, et dans un deuxième temps, donc on échange les ions citrates par les POM. Donc, je vais vous donner plusieurs exemples de ces nanoparticules métalliques. Elles ont été synthétisées dans le cadre de la thèse de Soumya Thoman au laboratoire. Donc, en utilisant la synthèse en une étape, elle a réussi à obtenir donc,
des nanoparticules sphériques représentées ici, en utilisant donc soit un POM au molybdène qui contient 4 ions molybdène 5 et 2 ligands bisphosphonates, donc ce n'est pas le zolédronate, cette fois c'est l'alendronate. Et elle a également réussi à synthétiser des nanoparticules d'or en utilisant comme précurseur un polyoxométallate qui contient 3 ions vanadium 4 et 3 ligands alendronate. En parallèle, elle a étudié donc, la deuxième voie de synthèse. Donc, avec la méthode de Turkevich, elle a obtenu les nanoparticules métalliques sphériques. Et ensuite, donc, elle a échangé les ions citrates par le polyoxométallate que je vous ai présenté en introduction. Donc, je vais vous montrer les caractérisations de ces nanoparticules métalliques. Donc, on voit sur ce cliché thème qu'on a bien des nanoparticules sphériques, mais qu'elles sont, contrairement aux nanoparticules citrates, elles sont entourées d'un halo que nous avons attribué donc à une couche de polyoxométallate. Et alors, on s'est basé pour dire cela sur la cartographie des éléments obtenus par microscopie électronique. Donc, on voit bien le cœur métallique, là c'est un cœur avec de l'or, et à la périphérie, donc, on a les ions constitutifs du polyoxométallate, le molybdène, le phosphore et le manganèse. Donc, si on considère uniquement le cœur d'or, on a un diamètre de 18 nanomètres. Si on considère la couche de pomme, on a des nanoparticules qui ont un diamètre de 32 nanomètres. La bande plasmon est peu déplacée entre les nanoparticules citrates et les nanoparticules avec pomme. Donc, on a 528 nanomètres avec les nanoparticules avec pomme. Alors, les activités anticancéreuses ont été étudiées par Claire Willem à l'Université Paris Diderot. Donc, sur ce graphe est représentée la viabilité cellulaire de cellules de type MCF7 qui ont été mises en contact pendant 24 heures, soit avec le ligand zolédronate tout seul, soit avec le POM, soit avec les nanoparticules fonctionnalisées par le POM, soit aussi également les nanoparticules, mais cette fois irradiées par un laser. Alors, pour quantifier un petit peu plus l'effet de l'activité anticancéreuse, nous avons déterminé la valeur de IC50, qui est la valeur à laquelle 50% des cellules cancéreuses ont été tuées. Et donc, on voit que le POM a un effet amélioré par rapport aux électronates, ça c'est ce qu'on savait déjà. On voit également que l'efficacité anticancéreuse est améliorée lorsqu'on met la mise en forme sous forme de nanoparticules. Et on voit aussi que de façon remarquable, donc l'irradiation laser améliore l'activité anticancéreuse. Donc on a donc une efficacité combinée donc de chimiothérapie et de photothermie. La chimiothérapie est due aux pommes et la photothermie donc à la mise en forme sous forme de nanoparticules. On voit sur ce cliché thème l'internalisation des nanoparticules à l'intérieur des cellules. Donc les nanoparticules sont confinées dans ce qu'on appelle des endosomes. Alors je vais passer à la deuxième famille de composés, donc les POM-ATMOF. Donc les POM-ATMOF combinent donc les polyoxométallates et les Metal Organic Framework, les MOF, qui sont donc des polymères de coordination obtenus par l'assemblage de clusters métalliques et de ligands organiques. Ils sont poreux, donc on va pouvoir y insérer des polyoxométallates. Donc ça permet cette approche de combiner les propriétés des pommes et des MOF pour obtenir des matériaux multifonctionnels. Dans le domaine de la catalyse, qui est le domaine qui nous intéresse ici, on peut avoir accès à un plus grand nombre de sites actifs, à une mise en forme plus facile, recyclabilité, également dans certains cas une meilleure stabilité. Nous avons étudié 2 stratégies de synthèse pour synthétiser les pommes ATMOF. La première stratégie, c'est une synthèse en 2 étapes. Elle est possible lorsque la taille du pomme est suffisamment petite par rapport à l'ouverture des cavités du MOF. Donc dans ce cas-là, on synthétise dans une première étape le MOF et dans une deuxième étape, on imprègne le MOF avec une solution de pomme. Par contre, lorsque le pomme est trop gros par rapport aux ouvertures des cavités, on ne peut plus utiliser la synthèse en 2 étapes et dans ce cas-là, il faut faire une synthèse in situ. Le MOF est synthétisé en présence du pomme. Donc la première voie de synthèse, ce sont des conditions douces qui sont utilisées. On peut faire une synthèse dans l'eau à température ambiante, alors que dans le deuxième cas, il faut que le pomme soit stable dans des conditions de synthèse du MOF qui sont des conditions un petit peu moins douces en général, donc à plus haute température et dans les solvants.
Donc, je vais vous décrire un premier composé de type pomme Atmos. Ce composé associe le pomme qui est représenté ici. C'est ce qu'on appelle un pomme sandwich. Alors, pourquoi sandwich? Parce qu'il y a 4 ions cobalt 2 qui sont pris en sandwich entre 2 unités Keggin trivacantes. Donc, on a juste enlevé 3 octaèdres d'un Keggin PW12, et donc pour former une unité PW9. Ce pomme est connu pour catalyser la réaction d'oxydation de l'eau en conditions homogènes avec du ruthénium tris-BP comme photosensibilisateur. Nous l'avons encapsulé dans le MOF qui est représenté ici, qui est le MOF 545. Ce MOF possède des grandes cavités hexagonales et en plus il a la particularité d'associer des clusters de zirconium avec des ligands porphyrine tétracarboxylate. Et donc nous avons choisi en particulier ce MOF parce que le ligand porphyrine peut permettre de capturer la lumière et jouer le rôle de photosensibilisateur. On a donc ce qu'on a appelé un photosystème hétérogène 3 en 1, combinant la catalyse, la porosité et la capture de lumière. Étant donné la dimension des pommes par rapport à la taille des canaux hexagonaux, nous avons réalisé la synthèse en 2 étapes, en imprégnant donc le MOF préformé avec une solution de pommes. Donc, vous voyez sur ce cliché thème les cristallites de MOF. Alors, on voit la distribution homogène des éléments qui constituent le MOF, le zirconium par exemple. Par contre, en ce qui concerne le pomme, on peut voir qu'il y a une accumulation aux extrémités des cristallites. Donc, on a fait l'hypothèse que les pommes en fait bouchaient les canaux en se mettant aux extrémités donc des canaux hexagonaux. L'analyse élémentaire permet de déterminer la formule du matériau. Mais pour aller plus loin dans l'étude du matériau, nous avons fait appel à la spectroscopie XANES et XAFS, qui ces spectroscopies nous ont permis d'étudier l'ion cobalt dans le pomme et de montrer donc qu'il n'y avait pas de différence entre les spectres du pomme avant imprégnation et le spectre du pomme dans le matériau. Donc on peut donc, grâce à cette étude, prouver que la stabilité du pomme, que le pomme est stable lorsqu'on l'immobilise dans le matériau. Des calculs de DFT ont été réalisés. Donc ces calculs ont été faits par Caroline Mello-Drazniaks ici au Collège de France. Ils ont permis de montrer la localisation la plus probable des pommes dans le matériau. Donc Caroline a pu montrer donc, que les pommes se situaient dans les cavités hexagonales, proches des clusters de zirconium, et on peut le voir ici aussi également, mais également proches de 2 ligands porphyrine. Et si on fait un zoom, on peut également voir que le pomme est stabilisé par un réseau de liaisons hydrogènes, donc ces liaisons hydrogènes étant établies entre les oxygènes du pomme et les oxygènes des clusters de zirconium. Alors maintenant, les propriétés en photocatalyse. Donc ces études ont été réalisées également au Collège de France dans le laboratoire de Marc Fourcade. Donc les cristallites de pomme maintenant ont été irradiés par la lumière visible dans un tampon borate avec comme accepteur d'électrons sacrificiels S2O8-. Et donc on peut voir qu'on a une production d'oxygène, de dioxygène, immédiatement après irradiation. On atteint un plateau à environ 1 heure. Et après, donc, on a également pu montrer que le matériau était recyclable. On peut donc faire 3 cycles de catalyse sans une grande perte d'activité. Pour voir si le matériau était stable dans les conditions de catalyse, on a à nouveau fait appel à la spectroscopie XANES et on peut voir qu'il n'y a que des modifications minimes du spectre XANES pour le pomme avant et après catalyse. Le mécanisme proposé est représenté ici. Donc, dans une première étape, on a une irradiation de la porphyrine du MOF pour former un état excité de la porphyrine. La porphyrine excitée est oxydée par l'accepteur sacrificiel d'électrons. Cette porphyrine oxydée oxyde à son tour le pomme, et après accumulation de 4 charges, on a une oxydation de l'eau en dioxygène par le pomme. Donc, on peut rappeler qu'il n'y a dans ce système aucun photosensibilisateur externe, mais également qu'il n'y a aucun métaux nobles
ni dans le catalyseur, ni dans le MOF, ni dans le photosensibilisateur. Donc on a bien un système photocatalytique hétérogène 3 en 1. Pour des applications pratiques, nous avons étudié la mise en forme des matériaux sous forme de couches minces. Alors pour cela, 2 méthodes de dépôt ont été étudiées. Donc dans une première méthode, c'est le dépôt par électrophorèse. Donc les cristallites sont déposés sur une couche, sur un support d'ITO. Et ensuite, on imprègne les cristallites avec une solution du POM. La deuxième méthode consiste à faire du drop casting du matériau déjà formé, donc déjà imprégné avec le POM. Donc ensuite, la photocatalyse a été étudiée sur ces 2 matériaux et on voit que de façon remarquable, l'activité, donc le tonne pour la production de O2, augmente quand on passe des cristallites en suspension à la couche obtenue par électrophorèse et augmente encore plus quand on a une couche obtenue par drop casting. Donc on a interprété ces résultats de la manière suivante, de façon toute simple, en disant que l'efficacité de l'illumination était meilleure quand on passait d'une couche déposée par électrophorèse par rapport à une suspension de cristallites, où la solution est opaque et où tous les cristallites ne sont pas illuminés de façon homogène. Et elle est optimale pour une couche mince obtenue par drop casting, où on a donc uniquement les cristallites en contact avec la couche qui sont irradiés. Alors le deuxième système maintenant, donc c'est un système un tout petit peu plus compliqué, puisqu'il n'y a pas seulement un POM et un MOF, mais maintenant il va y avoir un catalyseur, qui est un complexe de rhodium, représenté ici, un POM et un MOF. Donc le catalyseur, il a l'avantage, enfin il a la particularité d'avoir un ligand bipyridine dicarboxylate qui va pouvoir substituer une partie des ligands biphényl dicarboxylate du MOF. Donc ce complexe est connu pour réduire le CO2. Le MOF, c'est un MOF qui est appelé MOF UiO67. Il est obtenu donc par la connexion de clusters de zirconium par les ligands biphényl dicarboxylate. Il possède des cavités octaédriques et des petites cavités aussi tétraédriques. Le POM, c'est le POM, donc la structure de Keggin que j'ai déjà décrit, et donc avec des atomes de tungstène. Alors pourquoi rajouter un POM dans un système avec un catalyseur et un MOF? Alors cette idée, elle vient du fait que dans plusieurs études, on a pu montrer que l'efficacité de la catalyse était améliorée lorsqu'on ajoutait des POM qui jouaient le rôle de réservoir de protons ou d'électrons. Et dans ces études précédentes, c'était des systèmes homogènes ou des systèmes avec des nanoparticules. Ça n'avait jamais encore été étudié dans ces systèmes CAT-MOF. Donc c'est pour ça qu'on a voulu voir si l'effet était aussi, si l'efficacité était aussi améliorée dans ce genre de système. Donc la synthèse est effectuée en 2 étapes. Alors la première étape consiste à immobiliser le POM dans les cavités octaédriques du MOF et vu la taille du POM par rapport aux ouvertures des cavités, cette synthèse elle doit être faite in situ. Donc on mélange les précurseurs du MOF avec le POM et on chauffe dans le DMF à 120 degrés. Donc on obtient le composé de référence PW12 à TuIO67. Dans une deuxième étape, on échange une partie des ligands biphényl dicarboxylate par le complexe de rhodium, comme je l'ai mentionné tout à l'heure. En fait, cet échange concerne seulement une petite partie des ligands biphényl dicarboxylate, environ 7%. On obtient donc le matériau qui est mentionné ici, PW12 CP star rhodium à TuIO67, dont la formule a pu être déterminée par analyse élémentaire. Alors, ce matériau a été caractérisé par diffraction des rayons X sur poudre, mais ce qu'il faut voir, c'est que les méthodes classiques de diffraction des rayons X sont inefficaces dans ce cas-là. On voit ici donc l'existence d'un signal large sous les pics de diffraction qui est dû au désordre des POM. Il a donc fallu faire appel à des méthodes de caractérisation avancées qui sont la PDF, Pair Distribution Function. Très rapidement, donc, la PDF consiste
a étudié la fonction G de R qui représente la probabilité de trouver deux atomes dans la structure séparés par une distance R. La comparaison de la fonction G de R calculée G de R expérimentale permet la validation du modèle structural. Donc, je vais vous détailler un tout petit peu. Cette étude a été faite par Alex en collaboration avec Capucine Sassois à Paris. Alors, Alex a enregistré la fonction PDF du composite, PW12 CP* rhodium à TuIO67. Il a remarqué qu'elle était très similaire à celle du composite de référence PW12 à TuIO67. Il a ensuite enregistré la PDF du MOF sans pomme, donc l'UIO67 tout seul, et il a soustrait donc la PDF du composite à celle du PDF, à la PDF du MOF. Il a ainsi obtenu ce qu'on appelle la PDF différentielle, qui permet d'avoir accès à la contribution du POM. Il a comparé donc la contribution, enfin la PDF différentielle qui donne la contribution du POM à la PDF calculée à partir du fichier CIF du PW12, et il a vu un très très bon accord donc entre les deux, ce qui lui a permis de conclure donc à l'intégrité structurale du POM. Par ailleurs, donc le fait que les deux PDF soient similaires montre que le rhodium, que la contribution du rhodium ne peut pas être étudiée par cette technique, probablement parce qu'il est trop dilué dans la structure. Alors, des calculs DFT ont également été effectués de la même manière que pour le composé précédent. Ils ont permis de proposer la localisation du POM dans les cavités octaédriques. Alors, les calculs ont été faits d'abord sur le composé de référence, PW12 à TuIO67. Alors, dans ce cas-là, le POM est localisé au centre des cavités octaédriques. Ensuite, les calculs ont été faits sur le composite PW12 CP* rhodium à TuIO67. Et dans ce cas-là, nous avons pu montrer qu'il existait deux positions possibles qui ont été appelées in et out. La position in, c'est la position dans laquelle le CP* du complexe pointe vers une cavité où il y a un POM, une cavité occupée par un POM. Et dans ce cas-là, le POM va se décentrer pour s'éloigner du complexe. Et la position out correspond à la situation dans laquelle le complexe CP*, le CP* du complexe pointe vers une cavité vide, et dans ce cas-là, le POM revient au centre de la cavité. Donc la position la plus probable est celle qui est la position in, probablement à cause de l'existence d'interactions entre le CP* et le POM et les ligands. Ces calculs DFT sont en parfait accord avec la RMN du solide. Alors, on peut voir ici sur ce spectre la corrélation phosphore-proton. Donc, on peut voir qu'on a deux types de phosphore qui correspondent donc à deux types de POM, deux types de PW12. Un phosphore qui va être en interaction avec les CP*, et qui correspondrait donc à la composition in, et un phosphore qui est plus en interaction avec les protons aromatiques des ligands et qui correspond donc à la situation out. Enfin, la photocatalyse. Donc pour répondre à la question, le POM a-t-il un effet bénéfique? Eh bien oui, donc on a pu montrer que l'efficacité de la réduction du CO2 en formiate et en hydrogène était meilleure lorsqu'il y avait le POM qui était présent dans la cavité. Donc on voit que la production de dihydrogène est multipliée par 2,6 et celle de formiate multipliée par 2. On a donc un effet bénéfique du POM. Maintenant, il reste à essayer d'aller comprendre un petit peu plus pourquoi le POM améliore la catalyse. Et pour cela, donc, nous envisageons de faire d'autres composites, de synthétiser des composites avec des POM qui auront une charge ou une composition différente. Alors voilà, je vais terminer donc la présentation sur les deux familles de composés. Je voudrais conclure rapidement. Sur les nanoparticulates POM, donc je vous ai décrit un petit peu plus ces nanoparticules avec le MOCAZOL de MN. Mais dans le cadre de sa thèse, donc, Somia a synthétisé toute une famille de nanoparticules. Donc on a donc accès à une variété de composites
nanoparticulates pommes. Il y a par exemple elle a par exemple réussi à synthétiser des nanostars d'or, représentés ici, en utilisant donc le pomme réduit MO4 ALE2. En ce qui concerne les applications, donc je vous ai parlé d'activités antitumorales, mais il y a aussi donc des activités antibactériennes. Elle a pu montrer donc, que les nanoparticules d'or avec le pomme V3 inhibaient la croissance de biofilms. Pour la partie pomme Atmos, donc j'espère aussi vous avoir convaincu qu'on pouvait avoir accès à une très large variété de composites. En effet, donc on peut avoir des composites où on aura uniquement un pomme encapsulé, un pomme et un catalyseur, le catalyseur pouvant être greffé sur le ligand. On peut aussi avoir une situation où le catalyseur, c'est le cluster métallique, mais aussi, on peut avoir des cas où le catalyseur, c'est un métal qui est à l'intérieur du ligand. Comme par exemple, pour ce MOF 525, qui est un cousin du MOF 545, et dans lequel les porphyrines sont métallées. Alors, lorsqu'elles sont métallées au fer, des études ont montré qu'il y avait une efficacité pour l'électrocatalyse de réduction du CO2 en CO. Et lorsqu'elles sont métallées au cobalt, on a la réduction photocatalytique du CO2 en CO. Et donc, on étudie actuellement l'effet de l'immobilisation d'un pomme Keggin dans ce MOF 525. Voilà, je voudrais juste terminer en remerciant toutes les personnes qui ont participé à ces projets, en particulier les étudiants, dont certains sont présents dans la salle, et puis tous les collaborateurs, que ce soit à l'Institut, à Lavoisier ou ailleurs, et je vous remercie pour votre attention.